Eh ben, bonjour à toutes et à tous. On est sur le premier podcast sauvage. Je suis avec Vivien et un peu Valentin, un peu. Et on va discuter d'OSR, de cimetière en particulier, mais on va sans doute aller un petit peu plus loin. Euh, Cimetière qui est donc la campagne d'un OSR à la Dark Souls que j'ai commencé avec Valentin, qui utilise des règles assez proches de Maketo Monsters. Il y a 2-3 vidéos enregistrées déjà sur ma chaîne. Et du coup, sans transition, Vivien, je te laisse attaquer ce que tu voulais dire. Ouais, en fait là pour le moment effectivement comme je te disais, j'ai écouté vos podcasts et enfin surtout les parties débrief et tout ça que je trouvais intéressantes. Je m'interroge pas mal en ce moment, mais bon ça fait un moment depuis que j'ai essayé de faire un OSR, je m'interroge un petit peu sur les contraintes, les intérêts du genre et les éventuels moyens de le dépasser. C'est d'ailleurs pas forcément l'objectif, comme je te disais aussi, d'Explorateur de Bruine, d'essayer forcément, en tout cas pour le moment, dans les règles, d'aller vraiment plus loin, de faire une fusion quelconque. Mais du coup, pour commencer, moi je t'aurais bien posé la question, en fait, c'est qu'est-ce que tu cherches à faire finalement avec Cimetière par rapport, comment tu te places par rapport à l'OSR en général? Est-ce que tu essaies justement d'apporter quelque chose de nouveau? Ou est-ce que finalement, comme moi, tu te glisses plutôt dans une forme de continuité et qui correspond parfaitement à ce que tu cherchais, quoi? Ça fait une grosse question déjà. Ouais, je sais, mais t'es pas obligé de répondre à toute la question, tu peux juste prendre Ouais, un angle. ouais, j'ai attaqué. Bon, moi, Cimetière, il est venu de l'envie de faire du jeu Dark Souls avant tout, quoi. Je suis hyper fan des jeux vidéo Dark Souls et j'essaye de retrouver en jeu une partie de cette ambiance-là. Une partie seulement, une partie personnelle, quoi. Donc j'ai fait 5 ou 6 hacks de plein de jeux différents pour faire du Dark Souls. J'ai essayé avec Polaris, avec Dream Rescue, avec plein de trucs comme ça. Une des conclusions que j'avais, c'est que tout un pan que je veux voir dans ce jeu-là était, enfin, dans un truc à la Dark Souls, c'est une découverte majestueuse de l'univers, quoi. Je veux que l'univers soit intéressant et plein de secrets, et de secrets dont on sent qu'il y a quelque chose derrière. Donc ça fait un moment que je m'étais dit que je voulais un jeu avec un MJ. Et l'OSR, comme j'en fais un peu par ailleurs, ça a été rencontrer les deux et voir ce que ça donne. En fait, j'essaie de trouver plein de gameplay très différents qui peuvent amener du Dark Souls. L'OSR ne fait pas tout ce que je veux, mais il me plaît assez pour ça, quoi. L'intérêt pour moi, là où il y a un point qui se surajoute assez bien à Dark Souls, et la raison pour laquelle je trouve que l'OSR est assez pertinent, c'est la place de l'histoire. D'un côté, en OSR, moi j'ai tendance à voir la chose suivante, c'est que l'histoire elle est très secondaire, la narration générale n'est pas très importante, la seule chose qui importe c'est où est-ce que tu vas, pourquoi est-ce que tu vas faire des choses comme ça, et encore, on peut pas mal explorer des donjons sans vraiment trop de raisons. Mais le cœur du jeu va pas être sur la constitution de l'histoire, le cœur du jeu va être sur le gameplay, sur le moment, qu'est-ce que tu fais comme petit truc, quoi. Et l'histoire a assez peu de place, mais elle peut il peut quand même ressortir une certaine esthétique, une certaine ambiance. Je pense à des jeux comme Veins of the Earth, par exemple, qui tu passes ton temps à compter tes points de vie et à faire des trucs assez techniques et concrets, et pourtant il y a quand même une ambiance très sombre, très glauque et spéciale qui s'en dégage grâce à toute l'esthétique du monde. Et Dark Souls, les jeux vidéo fonctionnent un peu comme ça, c'est-à-dire que tu passes ton temps à combattre des monstres, affronter des trucs, choisir ton équipement, lancer des sorts et tout, et il y a extrêmement peu de narration. Tu dois avoir un dialogue toutes les 10 heures de jeu à tout casser, et l'histoire de ton personnage se réduit à très très peu de choses. Par contre, il y a quand même une toile de fond qui est en fait très riche, qui est, si tu veux prendre le temps de faire attention au décor, lire les objets, lire des descriptions des objets, écouter les dialogues en eux-mêmes qui sont assez cryptiques, il y a un truc qui se dessine, quoi. Donc je pense que le mariage entre les deux marche un petit peu là-dessus. Tu vois, ce que je voulais en OSR, c'était en OSR Dark Souls, c'était on se concentre sur du dungeon crawling. Dès le début, j'ai dit, en fait, j'ai même centré le jeu sous une espèce de logique de domaine, quoi. Un domaine, c'est un lieu, une zone cohérente que l'on explore avec plein de choses à faire dedans et seulement des éléments de lore en marge, quoi. Et ce que j'espère, c'est que sur le temps long, il y a un truc qui se dégage, qui est une espèce de quête très simple dans laquelle le personnage est lancé, la quête pour le feu, et que celle-ci prenne de plus en plus de sens et qu'elle est... En gros, ce que je veux, c'est de la narration en toile de fond, mais qui de temps en temps amène à des effets extrêmement forts. Les fins des jeux vidéo Dark Souls sont des moments très forts pour moi parce qu'ils sont l'accomplissement de tout un tas de choses que le personnage a recherché depuis le début. En tout cas que moi, en tant que joueur ou joueuse, je me suis décidé à rechercher. Et de la même façon, dans ce que je fais à Cimetière, il y a souvent des effets d'anticipation qui cherchent à potentialiser les rencontres suivantes d'un point de vue narratif.
l'exemple de ça, c'est dans le caveau de la garde funèbre, qui est la dernière zone qu'on a explorée avec Valentin. Partout dans la zone, il y avait des corps plantés au mur ou au sol par des lances en os. Et le boss final, c'est une fossoyeuse qui se bat avec des lances en os. Moi, ce que je voulais, c'était un effet d'anticipation, c'est-à-dire d'où viennent ces lances, elles viennent de ce personnage, quoi. Donc ce que j'essaie de faire, en fait, c'est on joue à fond le gameplay de l'OSR, du pur dungeon crawling, et pourtant, de temps en temps, en fait, on construit en toile de fond une narration, des questions, des énigmes, des mystères, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu les intentions que je voulais. J'ai une réponse j'ai un autre truc à te répondre, mais est-ce que tu veux réagir à ça? Ouais, ouais, tout à fait. Je trouve ça intéressant. Est-ce que du coup, t'as pas l'impression d'une dichotomie en fait entre cette espèce d'histoire en fait qui est écrite par le donjon même, enfin dont le donjon est une forme de témoignage, tu vois, quelque part physique, ce qui est quelque chose qu'on retrouve finalement assez souvent dans les donjons classiques, quoi. C'est-à-dire, souvent ils commencent d'ailleurs par une histoire destinée exclusivement au MJ, qui t'explique pourquoi tu retrouves des trucs chelous mélangés, parce qu'il y a souvent plusieurs couches historiques qui ont mené au donjon tel qu'il est, quoi. Et du coup, une opposition entre cette espèce d'histoire un petit peu hyper complexe, etc. Et finalement le fait que le joueur, lui, enfin le personnage du joueur, lui, exclusivement dans une espèce de réaction au danger, à ces couches-là, quoi, en quelque sorte. Parce que j'avoue, j'ai joué un petit peu à Dark Souls et je me suis pris tellement de déculotté que je suis pas allé très très loin. Et du coup, j'ai pas vécu ce que tu racontes ce que tu décris pour la fin, quoi, cette espèce d'aboutissement de quelque chose. Et du coup, j'ai du mal vraiment à cerner cette articulation, hein, dans la mesure où le personnage de ce que j'en ai vu de Dark Souls, c'est un peu une coquille vide, bon, littéralement presque, qui agit dans un monde qui lui préexiste, quoi. Ouais. C'est compliqué de prendre ta remarque. Je vais essayer de trouver un angle sur l'attaquer. Après, peut-être que Valentin a quelque chose à dire là-dessus, vu que lui, il l'a expérimenté en tant que joueur. Du coup, c'est l'impression, voilà, en quoi c'était un Euh, plaisir finalement. ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, de mon côté, il y a en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le même feeling que dans les OSR classiques, dans le sens où dans un OSR, enfin, de ce que j'ai pu expérimenter, souvent on a un objectif qui est du genre, il faut trouver un trésor, ou il faut aller libérer quelqu'un, enfin bref, il y a quelque chose qui... En fait, le donjon, c'est un contexte dans lequel on va essayer d'aboutir à cet objectif. Et donc, par la bande, on en apprend un peu plus sur le donjon, mais on pourrait ne pas s'y intéresser, que ça reviendrait presque un peu au même. Tandis que dans Cimetière, il y a un dispositif qui est très intéressant. C'est en fait mon personnage, il a une quête qui transcende un peu toutes les micro-parties, toutes les parties qu'on fait l'une après l'autre avec Félix. Et cette méga quête, en fait, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, de comprendre le monde, d'essayer Il y a une quête de la flamme perdue. Et avec Félix, on a acté un truc pendant un débrief qui était pour aboutir à cette quête, il faut que je comprenne comment le monde fonctionne. Et chaque donjon va être un peu une manière de comprendre un aspect de l'univers. Donc en fait, quand j'explore, certes, je suis face aux problèmes qui sont des problèmes d'OSR classique, quoi, de pas tomber dans les pièges, de pas me faire défoncer par les monstres, de looter, tout ce que tu veux. Mais en plus, en fait, à chaque fois que Félix me décrit un truc, moi, je me projette dans l'univers, en fait. Je me projette dans quel sens ça a, qu'est-ce que ça me raconte, et je fais les deux à la fois, en fait. Je suis sur les deux plans en même temps parce que j'ai cette double quête, l'une qui est comprendre l'univers et l'autre qui est simplement, ici et maintenant, ne pas me faire défoncer, quoi. Ok, ok, effectivement. Et ça, oui, d'accord. C'est l'unique quête possible, hein, des personnages dans ce jeu, a priori. Enfin, c'est genre Alors, le contrat de base, quoi. ouais, le contrat de base, c'est quand un personnage vient à un cimetière, c'est toujours parce qu'il est à la recherche du feu. Il est en quête du feu, il ne connaît pas cimetière avant. Mais cette quête, elle est faite pour être volontairement extrêmement vague, c'est-à-dire qu'on cherche le feu, on sait juste qu'il a disparu et on ne sait absolument pas où le trouver, comment, sous quelle forme, etc. Mais il y a un autre truc que j'utilise dans Cimetière qui est un peu comment dire, la carotte c'est le feu et le bâton c'est le nihilisme en fait. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de suivre le feu, mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? C'est un truc que j'ai beaucoup utilisé dans les parties de Veins of the Earth que je fais jouer. Quand je fais jouer Veins of the Earth, en fait, je commence toujours avec des personnages qui sont dans une situation merdique, qui sont perdus à des kilomètres sous la surface, ils ont plus de bouffe, il faut bouger absolument.
et pour lesquels il n'y a même pas besoin d'avoir un objectif. L'objectif, ça peut être essayer de trouver un moyen de sortir, mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir un objectif pour pouvoir bouger, parce que si tu bouges pas, tu meurs en fait. Si tu bouges pas, il se passe rien. Si tu bouges pas, t'as pas de raison de rester en fait. Ça peut être compliqué pour des aventuriers dans l'auberge de motiver le fait d'aller dans un donjon plein de dangers et de choses terribles alors qu'ils pourraient faire plein d'autres choses de leur vie. Mais un personnage coincé à cimetière ou un personnage coincé à Veins, il n'a pas grand chose d'autre à faire que avancer et bouger. Même si sur le long terme, ça peut devenir éreintant, donc il faut quand même trouver une solution, un truc vers lequel aller, quoi. Mais oui, c'est un truc qu'il y a beaucoup dans Cimetière, c'est l'idée que si tu ne bouges pas, si tu restes sur place, il faut que tu trouves un truc à faire en fait. Quelle est ta raison d'être? Et ça se corrobore avec un des objectifs du jeu, c'est de poser la question aux joueurs ou à la joueuse, qu'est-ce que tu fous ici? C'est quoi ta place dans le monde, quoi? Et une façon d'interroger là-dessus, c'est aussi d'avoir plusieurs PNJ qui eux-mêmes soit ont trouvé leur place, soit la cherchent tout autant. Valentin en a déjà croisé 2 ou 3. Notamment, il y avait un personnage qui était enfermé dans une cheminée, qui était très content de rester enfermé là, et qui disait je prie, je suis dans la foi, et je veux rester ici de toute éternité, quoi. Ouais, c'est le PNJ comme clé potentielle d'interprétation, on va dire, de l'univers, qui est pas là pour donner une réponse, enfin pour donner la réponse, mais pour donner une réponse possible et aider le joueur à se placer, quoi, en quelque sorte. C'est ça. Et autant que possible, j'essaie de mettre des PNJ qui ont une réponse par rapport à laquelle on veut s'opposer. C'est-à-dire que le personnage que lui, il a croisé dans la deuxième séance qui s'appelait... je sais plus comment s'appelait le personnage d'ailleurs. Un personnage qui voulait rester enfermé. C'est une voie possible, c'est une façon de trouver son sens dans ce monde, une façon de trouver sa place dans le cimetière. Et évidemment, la réaction que j'attends de lui, c'est pas qu'il l'accepte. C'est-à-dire, j'attends pas de Valentin qu'il aille s'enfermer dans une autre cheminée et on arrête la campagne, encore que ce serait possible. Mais je veux qu'il se positionne par rapport à ça, quoi. Par rapport au fatalisme, lui, il décide d'agir. Et en fait, les différents PNJ que je vais mettre sur sa route dans mon idée sont là soit pour qu'ils rejettent leurs idéaux, soit pour qu'ils les reconnaissent comme possible, mais qu'ils amènent en tout cas la discussion de qu'est-ce qu'on fait ici, quelle est notre place dans le monde. Et on a beaucoup joué autour de ça avec Valentin, sur le côté nietzschéen, si je me souviens bien. Je complète ce que tu dis en disant que à chaque fois que je me confronte à un PNJ comme ça, il y a vraiment la tentation en fait de typiquement dans la partie que tu cites là avec ce personnage qui se blottit dans sa cheminée. Donc le jeu en fait il est très très dur avec le personnage et aussi avec le joueur. Donc il y a des moments où on est presque dans le désespoir et on sait pas quoi faire et on sait qu'on va se faire éclater par l'univers. Et en fait cette tentation d'aller se cacher dans la cheminée, moi je l'ai eu en fait. C'est-à-dire vraiment le miroir de ce personnage. À un moment donné je me suis dit mais je vais faire pareil, je vais me cacher et puis je vais attendre la fin des temps et ça ira bien. Et en fait le fait d'avoir comme ça des miroirs avec des personnages et de savoir en fait que c'est possible. En fait, je pourrais dire à Félix, écoute là, la campagne, elle m'a mis à bout. J'ai vraiment, tu m'as vaincu quelque part, quoi. T'as vaincu ma volonté de vaincre. Et j'arrête là, mais ce serait une fin totale. Enfin, moi, je le vis comme une fin tout à fait pertinente pour la campagne. C'est juste que à ce moment-là, je me suis dit, non, je veux continuer, quoi. J'ai envie d'aller plus loin, et c'est pas une frustration du genre. Oh là là, je me fais tellement défonce que j'en ai marre de jouer, c'est pas du tout ça, c'est plutôt il y a un tel sentiment de désespoir que est-ce que j'ai envie d'avancer est une question qui est posée, et si je n'avance pas, qu'est-ce que je fais d'autre? Je peux simplement, par exemple, je pourrais errer et contempler les ruines et comme certains PNJ le font d'ailleurs, simplement me laisser aller à cette beauté qui n'a aucun sens, je pourrais me cacher dans une cheminée, je pourrais faire plein de choses. Et tout ça, c'est des voies de sortie de campagne qui sont toutes possibles et intéressantes pour moi. D'accord. Du coup, si je rebondissais là-dessus, je me demande en fait, si on remplaçait tout le système OSR, etc., par finalement, on va dire, un système de jeu forgien sur de narrativisme moral avec des espèces de débats avec justement des PNJ, ces PNJ en question, avec tout un truc de dialogue. Je sais pas, on pourrait imaginer un jeu à la Dogs in the Vineyard ou des Murges, quoi, avec des marques qu'on prend, etc. Est-ce qu'on y perdrait énormément du coup? Est-ce que ce serait pas recentrer le jeu finalement sur ce qui fait son sel, entre guillemets? J'exagère énormément, mais bon.
Euh, Est-ce qu'on a besoin en fait de longs passages d'OSR, on va dire réalistes, âpres, dans une espèce de réalité virtuelle verbale, quoi, en quelque sorte, pour donner de la puissance à ces dialogues ensuite, quoi, par exemple? Alors, je vais avoir du mal à te trouver une réponse définitive là-dessus parce que je n'ai pas fini cette démarche que je disais tout à l'heure de tester des systèmes encore et encore, enfin des règles encore et encore pour jouer du Dark Souls. Tu vois, j'ai testé des trucs très très différents, du Polaris par exemple. Et je pense que pas mal de jeux différents pourraient s'y prêter et révéler des choses différentes, quoi. Je vois bien les règles comme une forme dans laquelle on fait passer Dark Souls et disons que ça transforme le sens, quoi. Donc je pense qu'il y a pas mal de possibilités différentes. Pour te répondre quand même, alors je vais mettre les pieds dans la GNS, la vraie GNS for Gen, c'est parti. D'une part, je trouve que l'objectif que je veux, moi, c'est vraiment des parties qui aient une démarche simulationniste, en fait. Ce que je veux, c'est explorer le canon de Dark Souls. Je veux qu'on ressente les différentes thématiques et qu'on s'intéresse au monde. Je veux qu'on joue, tu vois, les personnages confrontés à ce genre de choses. Et je ne cherche pas je cherche pas à jouer du jeu moral, en fait. Même si c'est vrai que ce qu'on dit, ça en a l'air assez proche, je pense pas mettre de dilemme en place. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'ai très souvent tendance à jouer tout sauf les dilemmes dans beaucoup de jeux en fait. Après, tout ça c'est... je reste assez précautionneux là-dessus, je suis pas sûr que le jeu que je fasse soit dans une dynamique simulationniste, enfin en tout cas le jeu au sens des parties. Je sais pas comment le joue Valentin, peut-être que lui il le ressent très narrativiste au contraire, je sais pas. En fait, pour moi, c'est un jeu qui oscille entre les trois postures, en fait, parce que il y a plein de moments qui sont très alors simulationniste, je sais pas trop, mais moi, par exemple, je contribue très peu au sim, quoi. Je vais pas essayer de dire des trucs qui sont stylés, par exemple. Je vais pas essayer de rendre mon personnage classe ou quoi que ce soit d'autre. Mais en tout cas, le jeu est très immersif, Ouais. dans le sens où Oui, parce que la sim, je l'entendais pas au sens rendre mon perso classe, mais au sens de faire exister mon personnage dans une réalité virtuelle, on va dire. voilà. On est clairement dans cette dynamique-là, et pour moi, c'est vraiment super immersif. Vraiment, j'ai des images, rien qu'en y pensant, qui viennent, qui sont très très fortes en fait, et qui sont très, voilà, très très belles et poignantes. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a le côté ludiste où vraiment, j'essaye de jouer au SR en mode faire les bons choix, prendre le bon équipement, contourner les pièges, essayer vraiment de... Et en fait, je pense que les deux postures en fait se nourrissent. C'est plutôt moi qui suis en mode ludiste et KF qui est en mode sim, dans le sens où en essayant, si tu veux, de résoudre les problèmes, moi, je vais lui poser par exemple plein de questions. Il y a un truc qu'on a remarqué à la dernière partie, par exemple, c'est que étant confronté à l'obscurité, souvent je vais lui poser des questions du genre qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que mes autres sens que la vue me disent, et lui va me faire des descriptions qui sont super super immersives en fait, de l'odeur, du bruit métallique, de je sais pas quoi. Et en fait ça m'immerge à fond. Donc, en fait, moi en étant ludiste, j'ai un miroir très immersif en fait qui m'est envoyé. Et pour terminer, la démarche pour moi, on peut dire narrativiste ou de dilemme moral, elle est vraiment ultra émergente. Et c'est vraiment à certains moments très 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 particuliers où j'ai des tensions de... en fait, la seule question qui m'est posée, la seule question narrativiste qui est posée, c'est plutôt est-ce que je continue et sinon, que faire? Et de temps en temps, cette question m'est posée, mais pas frontalement, quoi. C'est plutôt à moi-même, un moment de désespoir où je me dis est-ce que je continue? Et pour moi, c'est vraiment un truc c'est très très bien que ce soit pas encadré de manière forgienne du tout et que ce soit ultra émergent parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive, on va dire, comme une comment dire, comme une ambiance générale de la campagne, quoi. Ouais, naturellement, quoi, organiquement, on va dire. Et c'est très très intéressant que ce soit vraiment très organique pour le coup, comme tu dis, parce que je me verrais très très mal en fait placé dans un système qui explicitement poserait cette question. En fait, la question a vraiment du sens parce qu'elle arrive au-dessus d'un gameplay qui, pour le coup, est beaucoup plus terre à terre. Et pour répondre à ta question, pourquoi l'OSR? En tout cas, moi, je le vis comme ça. Donc, déjà, il y a cette dynamique de poser des questions et du coup être immergé dans un univers. En fait, le fait de devoir résoudre des problèmes,
fait qu'il faut que je me projette dans cet univers et je projette vraiment ma cognition, je dirais, quoi, pour essayer de le comprendre. Donc vraiment, ça m'immerge à fond. Et aussi, le système de jeu est désespérant, quoi. C'est-à-dire, je me fais défoncer, je perds de l'humanité petit à petit, j'essaye de m'en sortir. En plus, les défis que je dois surmonter, c'est tout le temps à base de cadavres, chevaliers titanesques, pieux, avec des têtes plantées dessus, tout ce que tu veux, tu vois. Donc, le côté OSR, en fait, nourrit vraiment cette dynamique, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Ouais, c'est super intéressant, effectivement. Oui, parce qu'au final, si on faisait un système vraiment basé sur ces moments de choix, bah déjà, ça voudrait dire que les choix arriveraient beaucoup plus vite, sinon on jouerait pas au jeu tant qu'on n'aurait pas fait de choix. Et en plus, tu serais obligé de trancher là où tu peux te permettre aussi à chaque fois de repousser la réponse et de fuir un petit peu en quelque sorte cette question-là, quoi. Et du coup, ouais, pardon, tu voulais dire ajouter. Pour compléter ça, je prenais pas mal l'exemple de Conan le Barbare dans nos discussions, où en fait j'ai l'impression qu'il y a c'est vraiment un combat, tu sais, pour la liberté, mais la liberté en mode anglo-saxon, quoi. Je veux montrer que je suis libre. Et comment j'ai l'impression que tout ça ne peut se faire que dans les marges du jeu, quoi. Que dans les choix, on va dire, presque méta, en fait. Si je t'ai confronté frontalement à un choix binaire, ça aurait beaucoup moins de sens, en tout cas pour moi. Ouais. Vous êtes demandé, parce que j'imagine que tu n'as pas testé du coup, Félix, ce que ça donnerait avec 2 ou 3 joueurs, hein, du coup, cette dynamique-là. Le jeu, au début, je l'avais écrit pour plusieurs personnes. Finalement, je me suis dit on a discuté un peu avec Valentin, on a décidé de se lancer dans une campagne 1-1. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que maintenant, je suis en train de réfléchir sérieusement à réécrire le jeu pour n'avoir plus qu'un seul PJ, ce qui est d'ailleurs assez similaire à Dark Souls. J'avais en tête quelque chose d'un peu différent s'il y a plusieurs personnages, mais je sais pas du tout ce que ça donnerait. Principalement l'idée de jouer des personnages qui sont enchaînés par une espèce de lien magique, qui fait qu'il y en a un qui meurt, il reste à proximité, tu vois, il revient quelque part soudé au groupe, un peu en mode horde du contrevent, quoi. Enfin, ils reviennent pas les gens de la horde, mais ils ont quand même une espèce de lien entre eux, tu vois, un peu mystique. Voilà. Ouais. Je peux pas te en dire beaucoup. Non, mais j'imagine, oui, de toute façon, c'est faute d'avoir testé, pas savoir ce que ça donnerait. Ce qui m'intéresse en fait, en gros, en ce moment, je me pose pas mal de questions. Donc on a fait une campagne. Donc si Com nous écoute, j'espère que parce que c'est lui qui nous avait fait jouer à Electric Bastion Land, qui s'est pas super bien passé. Et on s'était pas mal questionné. En fait, on a dû l'interrompre prématurément parce que je sais pas, on n'accrochait pas. Alors même que l'univers du jeu est vraiment incroyablement décrit, enfin hyper évocateur, complètement barré et tout ça, quoi. Et en fait, on se demandait, donc cet aspect-là, ça pose la question en fait du JDR, notamment, on va dire d'un jeu de rôle peut-être pas tradi, mais en tout cas avec MJ et joueurs asymétriques, on va dire, par opposition à un jeu type justement La Clé des Nuages ou Influenza, enfin tous les jeux à partage de narration, quoi, de l'intérêt finalement de l'absurde quand il est quasiment la propriété exclusive finalement d'un meneur de jeu, qui en quelque sorte pose des espèces de situations étranges ou des énigmes difficiles à trancher, etc. Et que les joueurs en fait passent leur temps à essayer en gros de comprendre de quoi il est question, quoi, la situation à laquelle ils sont confrontés. Ce qui marche plutôt pas mal, en général quand on parle d'OSR, on va dire classique, il y a souvent l'idée que l'énigme, ou en tout cas que les conséquences doivent être un petit peu réalistes en quelque sorte, ou en tout cas on doit pouvoir les envisager avant de faire l'action. Donc essayer de comprendre en fait finalement la logique avant d'agir, là où quand on commence à faire de l'OSR absurde, ou même à la rigueur du JDR tradi absurde, là il y a vraiment l'idée que on est face à une énigme dont on n'a pas les lois de base, quoi, finalement. Je sais pas pour vous comment ça se passe à ce niveau-là, parce que j'ai l'impression que vous partez un petit peu plus quand même. C'est pas exclusivement réaliste, quoi, comme univers. Ouais, je suis pas sûr de ce que tu mets dans réaliste et absurde. Mais si je comprends bien, ce que tu appelles absurde, c'est un truc qui est régi par des règles que l'on ne peut pas imputer en les voyant, quoi.
Exactement. En tout cas, qui Alors- s'éloigne suffisamment loin d'un univers, on va dire, répondant à la physique telle qu'on la connaît, pour qu'on puisse pas déduire vraiment ce qui va se passer quand on fait une action donnée, ou comment les gens vont réagir finalement aussi. Ouais, alors effectivement, comme souvent un des cœurs du gameplay OSR, c'est les bonnes idées. C'est j'analyse la fiction, j'essaie de trouver comment ça fonctionne et de trouver des bonnes idées, les bons trucs à faire pour m'en sortir le mieux possible. Si les choses auxquelles je dois me porter mon attention sont de façon critique, sont incompréhensibles, je peux entendre que le jeu va sûrement être très frustrant parce que j'ai aucune prise sur le truc le plus important du jeu. Ce qui me semble, ceci dit, c'est qu'il y a un équilibre à chercher parce que, à l'inverse, si je sais tout et si je comprends tout, j'ai l'impression que c'est juste une espèce de calcul qui reste. Il y a toujours une part d'incompréhensible. Et il y en a dès le début, enfin, ouais, pas forcément d'incompréhensible, mais en tout cas d'inconnu et de surprenant, quoi. Et il me semble qu'il peut y en avoir même dans des modules d'OSR, enfin même dans des trucs de donjons hyper classiques, avec la magie, tout simplement. Tu peux avoir des effets magiques surprenants, bizarres ou inattendus. Ouais. Et là où ça va être moins frustrant, mais où ça peut faire partie d'une expérience, justement, c'est avec un certain dosage, c'est-à-dire que tu vas confronter des PJ à des choses étranges, mais qui suivent une certaine logique, dont le but est de l'attraper, de la comprendre et de pouvoir l'utiliser à ta source, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que comment dire, comprendre une certaine logique, ça peut faire partie du gameplay. Dans le cadre de Cimetière, ça peut aussi faire partie ça peut complètement faire partie de... je vais y arriver, désolé. Essayer de forcer l'autre à comprendre la logique du monde, c'est aussi une façon de le forcer à s'intéresser à l'univers, à savoir comment il fonctionne. Et il me semble que ça peut vraiment faire partie du gameplay de façon très forte et très intéressante, quoi. J'ai un exemple qui me revient en tête qui vient de Into the Odd. Une salle, on faisait c'était une espèce de dungeon crawling souterrain dans une vieille usine désaffectée. Dans une salle pleine d'eau, on tombe sur un requin qui essaie de nous agresser et une espèce de poulpe dans un coin, donc on se retrouve coincé entre une pieuvre géante et un requin terrible, quoi. Et je sais plus trop comment, mais on se rend compte que le requin passe à travers les objets. Et on a fini par capter à peu près au milieu de cet affrontement à peu près que c'était un poulpe illusionniste qui faisait apparaître un requin par magie, mais en fait c'était une illusion, tu vois, un truc comme ça. Et ça c'est imprédictible, on s'attend pas du tout à ça, c'est la bizarrerie d'Into the Odd, mais dès l'instant où on a été suffisamment attentif pour voir ça et le comprendre, on peut le retourner et peut se servir de cette logique. Et quelque part ça peut donner un indice vers qu'est-ce qu'il y a d'illusoire et d'étrange ici, et ainsi de suite, tu vois. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça qui pour moi sont de l'ordre du... T'as des logiques surprenantes, mais il est attendu de toi que tu y survives d'une façon ou d'une autre et que tu puisses ensuite continuer dans cette voie-là, quoi. Et alors je sais pas si j'ai beaucoup d'exemples dans Cimetière même. Je sais pas, peut-être que Valentin a ressenti ça une fois ou deux, j'en sais rien, de désemparé face à. C'est même assez en fait c'est permanent même comme sentiment. C'est-à-dire que quand je me confronte au problème en général, je suis toujours sur les deux plans à la fois. Alors moi je dirais pas forcément absurde, mais je dirais plutôt symbolique. Je mettrais vraiment trois plans, quoi. Réaliste, symbolique et absurde. Ouais, oui, j'ai utilisé absurde, mais c'est vraiment un raccourci foireux parce que ça recouvre beaucoup de réalité. Ouais, je pense que ça devient absurde quand vraiment il n'y a plus aucun sens à donner à ce qui se produit. Mais pour te donner un exemple, j'ai essayé de retrouver. Oui, par exemple, il y avait une porte dans la toute première partie, en haut, donc c'est le seuil. Une énorme porte avec des symboles cabalistiques bizarres. Et quand je me suis retrouvé face à cette porte, mon intuition, c'est que symboliquement, je ne pouvais pas la franchir si j'avais pas fait quelque chose de particulier. Je ne savais pas trop encore quoi, tu vois. Mais en fait, là, j'ai utilisé le raisonnement symbolique pour me dire cette porte ne peut pas être franchie en tirant fort dessus, quoi. Ou par un moyen, tu vois, qui serait un moyen réaliste, on pourrait dire. Ou physique, je ne sais quoi. Mais ça, c'est toi qui l'as décidé en te basant sur les indices ou
Bah en fait c'est ça, c'est cette énorme porte au sommet d'une énorme volée de marche. Il y a un côté, si tu veux, feeling quoi. Et je pense qu'en fait c'est me projeter dans la logique. En plus on me parle tout le temps de cette porte, comme quoi elle est infranchissable. Il y a des indices quand même, il y a des PNJ qui m'en parlent. Elle est décrite de manière très particulière qui me font dire qu'il faut que je trouve quelque chose de spécial, tu vois. Il n'y a pas juste une clé cachée quelque part. Et du coup, Donc, ouais, parce que je me souviens vaguement de Félix qui parlait justement de la façon dont il concevait les pièges, mais est-ce que du coup, parce que typiquement, tu achètes un donjon où il y a une porte chelou et où dans les gens parlent, mais il est dit que la porte, en fait, elle peut s'ouvrir que... Enfin, elle s'ouvre pas, genre, par exemple, pour prendre le pire exemple possible. Et le joueur part en mode, il faut une action spéciale, et puis ensuite il passe 6 heures à chercher cette action spéciale, etc. Je sais pas si Félix, tu serais du genre à changer finalement la solution, ou juste t'es parti du principe qu'il y a une porte, tu sais pas comment elle s'ouvre et ça va dépendre des efforts de Valentin. Ouais, alors ça fonctionne un petit peu comme cette dernière opportunité que tu as dite, et c'est en ce point-là qu'on va on peut lancer la discussion dans la direction du symbolisme, en effet, parce que il y a un certain nombre de choses un peu importantes dans le monde pour lesquelles je fonctionne comme dans la clé des nuages, en mettant en place un réseau de symboles et en posant des questions qui orientent pas mal la façon dont ça va être résolu, mais sans être sûr de qu'est-ce qui va le faire ou qu'est-ce qui va marcher, quoi. Pour la porte, comme l'a dit Valentin, c'était évident pour moi qu'elle pouvait pas être ouverte en la forçant ou des choses comme ça, quoi. Ou alors il fallait vraiment trouver un bon truc, mais je voyais pas du tout quoi. Et ce que j'avais en tête de base, c'était symboliquement le seuil à franchir pour entrer dans le cimetière. Tu le franchis si tu en es digne, quelque chose comme ça. Et j'avais déjà préparé le boss de cette région-là, qui s'appelait le Découragé, qui est un personnage qui possède la marque, qui est digne de passer, et qui a décidé de ne pas le faire. C'est encore le même thème qui revient de pourquoi est-ce que tu avances, est-ce que tu veux pas rester ici et mourir, quoi. Et il y avait des indices qui permettaient de le trouver. Et en fait, la question, moi, ce que j'avais en tête comme résolution possible, c'était reprendre la marque à ce personnage et ouvrir la porte à travers lui. Et je savais pas comment faire ça. J'avais juste en tête que symboliquement, il faut lui prendre la marque d'une façon ou d'une autre. Et j'étais assez prêt à refuser certaines idées si elles me semblaient vraiment pas collées. Mais j'ai quand même accepté une idée qui n'était pas celle que j'avais en tête, c'est-à-dire que Valentin n'a pas tué le Découragé, il l'a juste suffisamment défoncé pour pouvoir le maîtriser, et il a utilisé la marque qui était sur sa main pour ouvrir la porte à sa place. Ce qui a été un truc très fort pour moi, je sais pas si Valentin tu l'as ressenti comme ça, parce que j'ai eu l'impression que au lieu de mériter de passer, tu as usurpé ta place en fait, que tu as pris la place de quelqu'un d'autre, et que contrairement à lui, t'as pas mérité ton passage. Et en même temps, le fait de faire ça te le faisait mériter en même temps. Enfin, il y avait quelque chose d'assez spécial qui se jouait comme ça. C'est bien que tu en parles, parce que moi j'ai vraiment le sentiment depuis ce passage que je suis, j'ai envie de dire, dans les arrêts de jeu, que j'ai pas ma place, tu vois, dans le cimetière. Ouais. Un côté comme ça, tu vois. Ouais. Là, il y a une longue traîne quelque part de ce moment symbolique fort qui dure encore récemment. Et qui, en quelque sorte, il me semble, fait écho aussi au fait que tu revendiques jamais ta quête pour le feu face au PNJ. Il y a des tas de PNJ qui disent ah oui, t'es là pour le feu, et dans un certain sens, oui, t'es là pour ça, c'est la campagne, mais tu mets jamais en avant un idéal, une raison, une légitimité à chercher le feu. Tu le cherches et c'est tout. Ouais, tout à fait. Ouais. Juste pour précision, du coup l'histoire de la marque du mec, c'est un truc que tu avais préparé avant la partie, ou c'est quelque chose que tu as improvisé sur le coup C'était un truc qui était préparé, ouais. Il fallait une certaine marque pour passer la porte, et il y a un personnage qui avait la marque. Et l'idée que j'avais, donc là on est vraiment dans de l'OSR au sens où le truc n'est pas programmé. Je veux dire, il y a une solution en tout cas prévue, et après le joueur a son inventivité, il transforme l'énigme la réponse en une autre. Alors, j'ajoute quand même un vaste bémol à tout ça. J'essaie autant que possible de construire des régions qui sont des régions à trous. Ce que je prépare en général, c'est des pièges, des monstres, des éléments de décor, des choses assez précises comme ça, et des thématiques générales, des symboles. Chaque domaine a ses symboles personnels et ses grandes thématiques, quoi. La dignité dans le seuil, dans la zone suivante, c'est la rébellion, des choses comme ça. Et en fait, je laisse beaucoup de trous et de choses incertaines. Je sais jamais notamment
où sont exactement les issues d'une zone, quelles sont exactement les choses à faire pour passer à la suivante. J'ai en tête que toutes les façons normales de passer à la zone suivante, elles sont en rapport avec le boss, quoi. Dans la première zone, il fallait battre le boss pour dépasser la porte. Dans la deuxième zone, pareil, etc. Sauf que comme je fonctionne à trous, le jeu n'est jamais clos et il y a toujours la possibilité d'autre chose. Donc il aurait été possible en fait premièrement de descendre l'escalier et de commencer la campagne par les profondeurs. Et deuxièmement, en explorant les fissures sur les côtés, il aurait sans doute été possible de trouver un passage vers autre chose. Il n'était pas prévu, il n'était pas fabriqué pour, mais il aurait pu émerger si les conditions le permettaient, quoi. Et en fait, ces trous que je fais, ils sont là pour, d'une part, ne pas tout fixer dans ma tête au niveau de l'histoire de Cimetière. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses pour lesquelles j'attends de voir ce que Valentin en pense et ce qu'il en fait pour décider de ce qu'il en est réellement. L'histoire du monde n'est pas complètement écrite, l'histoire des zones n'est pas complètement écrite, l'histoire des personnages, des PNJ n'est pas complètement écrite, et ainsi de suite. Ouais, t'as une base, mais c'est ça. En fait, ce que je cherche, c'est une base à partir de laquelle qui soit suffisamment fertile pour que mon interprétation puisse faire le reste au fur et à mesure dans la partie, quoi. Et un objet qui soit à la fois fortement orientant en termes d'interprétation et qui laisse de la liberté derrière, pour moi, c'est justement les symboles. C'est pour ça que le symbolisme est important dans Cimetière, c'est que définir des choses avec des symboles et pas avec des éléments précis, ça permet d'avoir toujours une direction assez forte pour interpréter, mais de faire coller à pas mal de choses en même temps, quoi. Et c'est ce qui a donné du coup cette porte pour laquelle effectivement il y avait une solution plus ou moins facile, faisable, qui était trouver le boss, le tuer et mériter la marque. Mais j'avais encore en tête qu'il fallait mériter la marque d'une certaine manière et je ne savais pas en avance comment. Et en tout cas, je restais assez ouvert à voir quelles sont les autres solutions que propose Valentin, sachant que l'idée, c'est pas juste de trouver une solution et de la faire marcher, mais c'est de trouver une solution et de voir en quoi ce choix-là, symboliquement, a un certain sens. Et on a vachement parlé de ça tout à l'heure, c'est-à-dire le choix de Valentin d'usurper la marque, il a emprunt les parties suivantes, quoi. Oui, c'est l'existentialisme, on va dire, de donjon poussé vers le symbolisme, quoi. Tes actes révèlent en fait en quelque sorte ce que tu es, ce que tu fais là et ton rapport au monde, quoi. Complètement. Et il est aussi existentialiste par rapport à moi, secrètement, entre guillemets, parce que je vais adapter la suite, je vais transformer le donjon, je vais choisir quels sont les personnages qui interviennent pour m'adapter à ce que lui il fait, quoi. Ouais, effectivement. Et bref, ça a l'air de fonctionner effectivement, parce que le risque ce serait éventuellement que le joueur ne s'empare pas finalement des symboles et ne renvoie pas à son tour, parce que la clé des nuages, il n'y a pas vraiment le choix, le système est vraiment fait en sorte que, alors, il peut y avoir deux personnes qui font des réseaux de symboles dans leur coin et la partie foire, mais on va dire techniquement il y a beaucoup de choses qui vont aider à justement faire entrer les symboles en écho, quoi. Pour moi, c'est là où l'OSR est vraiment très efficace. C'est que si je comprends bien la symbolique, alors je m'en sors mieux techniquement, tu vois. C'est-à-dire si dans le premier cas, je me rends compte que symboliquement, il faut que je prenne la marque de ce bonhomme. Je vais pas passer mon temps à fouiller ailleurs et à risquer de tomber dans des pièges et tout ce que tu veux, tu vois. Donc en fait, je suis vraiment poussé par le système de jeu lui-même à me plonger dans la symbolique. Et c'est ce qui se passe tout le temps, j'essaie de comprendre le sens de tout ça, tu vois. C'est un peu le travail permanent que je fais. Oui, pour compléter et pour continuer à te répondre, Vivien, en fait, l'idée dans Cimetière, ce serait d'orienter le jeu et de sorte à pousser le joueur ou la joueuse à justement s'intéresser à cette symbolique parce qu'elle devient pertinente, quoi. Et d'ailleurs, a priori, on va franchir une étape de plus dans cette direction-là dans la prochaine séance, parce que un des problèmes qu'on a soulevé du jeu, c'est qu'il y a extrêmement peu de moyens de récupérer des points de vie. Et je vais sans doute rendre des PV maintenant lorsque l'on découvre des secrets, qu'on apprend des choses, qu'on découvre des choses importantes sur le monde, quoi. Donc c'est aussi des choses qui vont rentrer dans la machine à symbolisme et qui vont pousser de plus en plus à faire ça, quoi. D'une part, et d'autre part, le fait d'être avec un MJ, un PJ, hein, en mode 1-1, en gros, ça accentue beaucoup ça, parce que il n'y a pas à prendre en compte la symbolique de plein de personnes différentes, c'est juste l'écho entre nous deux, quoi. Oui, effectivement. Du coup, t'as pas peur, par contre, qu'en augmentant la charge, on va dire, mécaniste autour du travail des symboles,
tu en viennes à figer en quelque sorte l'interprétation possible, tu vois, genre trouver un secret, c'est quand même déjà un petit peu dire il y a un secret écrit avant toi et c'est pas ce que tu vas en faire qui compte, mais le découvrir, comprendre ce que moi j'ai écrit et pas finalement en faire quelque chose à ta sauce à toi, quoi. Bah, pas forcément, parce que le secret il commence quand on le découvre, et après ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'il va en faire et qu'est-ce qu'il va en comprendre, tu vois. Après je vais avoir du mal à te trouver des exemples là comme Ouais. ça. Je pense par exemple, tu vois, il y a un endroit un endroit qui aurait typiquement pu faire ça dans la troisième partie, dans le caveau de la garde funèbre. Il y a un serment écrit sur un mur, un serment de protection avec donc c'est genre les gardes éternels de cet endroit-là, quoi, qui ont juré ce serment. Et il y a en plus des lignes réécrites en dessous qui rajoutent quelque chose. Donc déjà en soi, pour moi, c'est faire passer une pure information c'est pas vraiment une énigme, mais effectivement c'est quelque chose de figé, de posé. Premièrement, ces gens-là gardent tel truc, et deuxièmement, ils sont là pour ils ont rajouté des lignes à leur serment assez tard, ce qui est assez fort. Il faut quand même voir un truc, c'est que j'ai très peu de moyens de donner des éléments concrets de l'histoire, et je trouve que si vraiment il n'y a rien qui est posé, rien qui est su, c'est très, très très dur d'établir de la connaissance, et en fait on reste à des choses effectivement très malléables, mais très floues. D'ailleurs, Dark Souls fonctionne beaucoup comme ça, en fait, avec l'idée que tu as énormément de petites informations qui te sont données et qui sont explicites, claires et nettes, mais là où il y a du mystère, c'est pas sur est-ce que c'est vrai ou pas, c'est plutôt sur tout ce qu'il y a autour, quoi. Tu vas, alors je sais pas si je peux te trouver un exemple là comme ça. Je suis pas sûr que je vais y arriver en live à trouver des exemples et tout, mais bon. Mais dans l'idée, tu as plein de petites pièces d'information, et le but c'est que, en fait, tu as des pièces de puzzle qui sont explicites, bien taillées, bien découpées, avec les bonnes couleurs dessus, mais tu as 10 pièces pour un puzzle de 100 pièces, quoi. Oui, d'accord. Oui, il faudrait regarder les vidéos de, c'est quoi, Alt 236 ou je sais plus. Ouais, Alt 236 ça fait une vidéo de 1 heure à peu près sur Dark Souls sous un angle Et mythologique. il en avait fait une sur Bloodborne aussi, c'est celle que j'avais regardée, qui était assez énorme dans le genre, quoi. Et, malheureusement, j'ai pas joué à Bloodborne, du coup j'ai pas envie de la regarder pour le moment. Ah, je comprends. Bon, moi, je t'avoue, je l'avais regardé, je l'ai oublié entre temps, puis j'ai joué à Bloodborne et je me suis fait tailler en pièces. Et donc, j'ai jamais eu accès de toute façon. C'était encore pire que Dark Souls, c'était encore plus violent. Ok, donc ouais, c'est très intéressant cette idée de effectivement que du questionnement permanent dans la symbolique. En fait, quelque part, comment dire, on y avait réfléchi un peu, mais sur un autre thème qui m'intéressait aussi, mais je voudrais pas faire dévier tout de suite le truc de la symbolique, mais c'était en quelque sorte la réappropriation de l'univers par le joueur, parce que en fait, je me suis rendu compte de ça lors de quelques parties, et c'est notamment un questionnement qu'a Alt 236, il me semble, sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo sont extrêmement forts pour nous faire arpenter une espèce de monde complètement improbable, hors du réel, qui soit labyrinthique, gigantesque, avec des visions hallucinantes, etc. Et c'est une force du jeu vidéo qui n'est pas forcément exactement celle du jeu de rôle, j'ai le sentiment. À plus forte raison quand on fait pas du jeu à partage de narration, c'est-à-dire où on se retrouve en fait souvent avec un MJ qui décrit un tableau, qui est le lieu dans lequel les personnages vont arriver. Le MJ n'ayant pas vraiment comment dire, autorité sur ce que font les joueurs, les personnages, je veux dire des joueurs, va juste décrire le tableau, puis il va dire aux joueurs, bon bah qu'est-ce que vous faites? Les joueurs vont éventuellement vaguement intervenir, mais souvent sur des petits éléments sur lesquels ils ont la main, ce qui sont extrêmement réduits, et on va se retrouver comme ça, en fait, ce que j'avais utilisé comme terme, l'idée de monde en 2D, quoi. On n'avait pas l'impression d'arpenter un univers véritable, mais plutôt l'impression de regarder un joli tableau devant lequel on met des acteurs avec lesquels on va interagir, mais par contre le fond, c'est jamais que un truc peint en arrière, quoi. Faute de pouvoir systématiquement s'en emparer en tant que joueur dans ces descriptions, de peur que le truc auquel on va toucher, ce soit finalement le MJ à t'interrompre toutes les 2 secondes en disant non, ça attends, par contre ça c'est un danger, donc il réagit, ou ça c'est pas possible, etc., etc. Et il y a comme ça une espèce de question, comment rendre
vivantes en quelque sorte des descriptions. Et une des solutions qu'on avait trouvées, enfin une des solutions, c'est pas une solution puisque ça existait, enfin c'est que l'OSR force en quelque sorte à s'emparer des choses, à poser des questions, parce que il y a un enjeu de survie derrière déjà de base, qui est si t'as pas posé la question sur l'environnement et que tu t'y as pas intéressé, et donc tu as interagi avec lui, même si c'est de joueur à MJ, on va dire, tu peux te faire buter parce que voilà, fallait regarder le plafond et ce genre de choses, quoi. Alors, tu soulèves plein de... Pardon, vas-y. Oui, bah vas-y du coup. Ouais, tu soulèves beaucoup de choses différentes. En soi... Je sais, c'était bien ce que je craignais. Bon, alors déjà, il y a... Comment dire ? Il y a plusieurs trucs. Premièrement, le cadre que moi je propose, effectivement, il pourrait être en gros, il pourrait être de deux sortes différentes. Il pourrait être grosso modo, il pourrait être un donjon que j'ai déjà complètement préparé, où tout est déjà fixé, où il est ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire un truc à trous. Mais dans les où je remplis en fonction de ce que fait Valentin, même si j'ai pas mal de choses déjà préparées à l'avance. Ce que tu soulignes en fait, ce qui est assez important, c'est que quelle que soit la solution que je choisis entre les deux, de toute façon, je reste maître de cet univers et l'adaptation, quand bien même je la fais bien, reste moi qui choisis les éléments et moi qui choisis comment est-ce que ça fonctionne, quoi. C'est vrai. Je pense que de ce point de vue-là, l'OSR implique une espèce de comment dire. C'est un peu compliqué, implique une espèce de soumission pour le joueur ou la joueuse, en fait, c'est-à-dire accepter le cadre que je propose comme une chose rigide et faire comme s'il était purement rigide et qu'il dépendait uniquement de moi, quoi. Même s'il y a quand même un certain retour après, une réciprocité qui commence dans une négociation qu'il peut y avoir entre joueur et MJ, tu vois, quand tu fais tel ou tel truc, oui, mais moi je pense pas que ça puisse marcher, etc. La fertilité maximale étant quand on est assez on point sur où est-ce qu'on va exactement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça et quel est le genre de comportement attendu. D'ailleurs, un comportement de Valentin qui aide beaucoup pour qu'on s'entende bien, c'est que quand il fait des actions, il me dit toujours comment son personnage se sent. Il décrit sans arrêt comment se sent son personnage, comment pense son personnage, pour que je vois quelle est sa logique et que je puisse rentrer dedans, soit en allant dans son sens et en faisant des choses qu'il peut comprendre, soit en le contredisant explicitement, en lui montrant non, ça tu t'es trompé, ça ne marche pas comme ça. Donc effectivement, il y a un côté, le tableau est peint. C'est vrai que je peins une partie du tableau moi-même à la va-vite juste avant qu'il arrive. J'aime bien cette image de... moi, je joue à Minecraft en même temps, en fait. À chaque fois qu'il rentre dans une salle, il y a... on vient de passer des plâtres, on essuie vite fait, et puis et puis on disparaît, quoi. Ouais. Même si... Pour Valentin, il me semble nécessaire qu'il puisse croire que les choses aient été déjà en place comme ça, en tout cas qu'il puisse pas faire la différence entre ce qui est fixe, rigide, posé dans le jeu et ce que je viens de rajouter au passage. Parce que je pense qu'on dénaturerait un petit peu l'expérience OSR si on se disait que de toute façon, tout ce qu'on fera sera toujours forcément intéressant. Et en fait, il faut pas une posture dans laquelle, quoi qu'il fasse, au fond, ça marche, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc il y a ça. Et qu'est-ce que je voulais d'autre Mais là-dessus, c'est effectivement... Mince, moi aussi, j'allais dire un truc, et en fait, je l'ai perdu au moment où je le disais. Je me disais que c'était peut-être moins problématique dans votre pratique, parce que vous êtes justement deux, et que du coup, il y a un aller-retour qui se fait peut-être plus facilement il décrit un petit truc, tu enchaînes sur une courte description, il décrit à son tour une réaction, etc., et ainsi de suite, sans avoir ce sentiment de... Après, je me souviens plus exactement quelles sont tes méthodes, on va dire là pour le coup, pas narrative, mais stylistique en fait, pour décrire un lieu, si tu vas très très vite ou si tu t'arranges, si tu passes 30 secondes à décrire un petit peu des effets et tout ça, quoi. Ce que tu dis, ça me rappelle un article que j'avais écrit sur l'OSR, justement, sur le fait de voir l'OSR comme une guerre de questions. Et... c'était quoi le début de ce que tu as dit? J'avais un truc à réagir là. Sur le fait que vous étiez que deux Oui, voilà, oui. En gros, j'étais arrivé à un moment à la conclusion que comme l'OSR repose beaucoup sur la confrontation à la logique du MJ ou de la MJ, ça demande nécessairement une entente à la table, c'est-à-dire une certaine compréhension mutuelle, quoi. Donc on peut l'avoir de façon unilatérale, c'est-à-dire le ou la MJ a sa logique et les autres doivent essayer de la comprendre. Auquel cas, c'est genre, en gros, c'est un truc genre, je suis une énigme.
Ce qui est bizarrement semblable d'ailleurs à la clé des nuages où le mage ayant une quête secrète et se présente à l'image en disant explicitement je suis une énigme en fait. Ouais. Donc il y a possibilité de ça, il y a possibilité aussi de quelque chose d'un peu plus négocié, je préfère une vision plus fine dans laquelle le MJ aussi s'adapte au joueur ou à la joueuse en face de lui. Donc effectivement avoir quelqu'un que d'une part on connaît bien et d'autre part une seule unique personne à la fois et pas plusieurs, ça aide pas mal je pense à plus rapidement se mettre au diapason, plus rapidement s'accorder. D'ailleurs, dans ce vieux article, un truc que j'avais proposé, que j'avais fait dans une campagne, mais qui n'avait pas très bien marché, je sais pas si juste la campagne n'était pas bien ou si l'idée est mauvaise en soi, mais c'est de me dire, à la fin de chaque scène ou chaque acte notable, quoi, donner au PJ une question qu'ils auraient dû poser pendant la séance, pendant la scène. En se disant, voilà, pour pouvoir accéder aux bonnes informations, pour comprendre comment ça marche, voilà le genre de questions que vous auriez dû poser pour se mettre au diapason un peu plus vite, tu vois. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais ça me semble intéressant. Oui, ouais, ça peut être mal pris, mais ça peut effectivement aider à ce que tu dis, ce que tu décris, quoi. Après, je voulais savoir du coup, ouais, Valentin, et après ça vaut aussi pour toi, Félix, mais en tant que joueur, tu vois, au-delà de ton jeu, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que une description dans le cadre d'un jeu de rôle puisse vous plonger directement dans une ambiance? Est-ce que c'est pas moi qui me pose, par exemple, des problèmes qui n'existent pas, ou à part juste pour moi, quoi, et du coup. Est-ce que finalement un MJ qui vous décrirait un truc incroyable pourrait vous plonger dedans, ou est-ce qu'il vous faudrait davantage que ça, quoi? En ce qui me concerne, a priori oui, c'est-à-dire globalement, quand on me décrit un truc très immersif, évidemment c'est tautologique ce que je dis, mais Ouais, c'est ça. on me décrit quelque chose avec des détails, on va dire, moi ça va m'immerger. Pour moi la seule question ça va être celle de la dynamique, c'est-à-dire si jamais tu me décris ça pendant 2-3 minutes, je vais être plongé dedans, mais ensuite qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est plutôt ça la question. Pour moi il faut un renouvellement de l'intérêt, quoi, faut que tu puisses me décrire ça pendant 2 heures de temps et que pendant les 2 heures je sois tenu en haleine, tu vois, c'est plutôt ça l'enjeu pour moi. Et ça pour moi c'est pas évident, c'est-à-dire qu'en fait au début ça peut être super cool, mais si jamais je suis dans une posture par exemple de spectateur où quelqu'un me raconte une histoire, admettons, là je vais simplement l'écouter, tu vois, et peut-être que ça va être bien et je vais pouvoir l'entendre. Par contre, si je suis dans une posture d'interaction, en fait, moi, ça va focaliser mon attention sur certains éléments de la description. Donc, en fait, si jamais, je sais pas, alors, dans Cimetière, ça marcherait quasiment tout le temps, mais dans un OSR classique, on va dire, si tu passes, 5 minutes de description en me décrivant le soleil couchant, je sais pas quoi, là, ça va me barber parce qu'en fait, dans l'interaction, le soleil couchant n'a pas d'importance pour mon prochain move, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que tu vois l'idée? Ouais, je vois. Mais si c'était par exemple dans le cadre du gameplay, je noie ce qui est intéressant dans une tonne de trucs futiles, on va dire. Je peux peut-être répondre. Ouais. Effectivement, moi je suis assez partisan de ce que dit Valentin dans mon idée. En soi, une description, ça peut être une description un peu taillée, un peu stylisée, ça peut être joli. La question c'est, on est quand même là pour jouer, et en quoi est-ce que ça s'inscrit dans le gameplay, quoi. Si c'est, moi j'ai du mal avec l'idée d'une description qui soit juste posée à intervalles réguliers comme une cinématique, un truc qui soit fait pour être joli. D'ailleurs, j'ai du mal avec les cinématiques en jeu vidéo. Et en soi, je veux que ça soit pertinent et que ça fasse partie du gameplay, que ce soit pas le côté justement en jeu vidéo de on pose la manette et on regarde un truc et on ne joue plus. Je veux que ce soit pertinent en termes de gameplay. Alors une façon très simple dont la description stylisée peut faire partie du gameplay, c'est si le but est de faire ça, une espèce de performance poétique. Ouais. L'exemple type de ça, c'est la clé des nuages. Tout le monde soigne ses descriptions et fait des jolies descriptions parce qu'il y a que ça à faire dans ce jeu. À l'inverse, dans un truc comme l'OSR, comme ça vient que de moi et pas de lui, il y a assez peu. Tu vois, le risque, c'est effectivement d'avoir assez peu d'interaction.
En fait, tout ça, ça rentre dans une des catégories du jeu en performance qu'on avait balisé avec Eugénie sur nos premiers articles. Ça avait été c'est le jeu en performance unilatérale. Moi, je joue en performance, j'essaie d'avoir un effet assez fort sur lui. Je ménage la façon dont je parle, en tout cas pas tout le temps, mais en tout cas à certains moments, je ménage la façon dont je parle, comment j'introduis les indices, comment je gère le rythme, etc. Par contre, lui n'est pas en train de jouer en performance en même temps. Je suis en train de déverser sur lui. Par contre, effectivement, pour rendre les descriptions intéressantes et pour leur donner de la force, je fais plusieurs choses. Alors, la première qui est très classique en OSR, c'est je distille dans mes descriptions des éléments de gameplay utiles. Donc la première chose, c'est des dangers possibles. N'importe quel son, n'importe quel bruit est potentiellement un ennemi, quoi. Dans le cimetière, c'est un endroit extrêmement statique. Du coup, dès l'instant où on entend du bruit, c'est forcément une présence. Enfin, il n'y a pas des masses de présence amicale ou de choses random qui bougent. Dès qu'il y a un truc qui bouge, en général, il faut faire gaffe. Et du coup, il y a beaucoup d'éléments de description, d'odeur, de quoi que ce soit qui peuvent donner des indications de type qui sont liées aux ennemis. En fait, il y a énormément de descriptions que je donne qui sont vraiment fortement liées aux ennemis. Est-ce que tu entends un bruit métallique au loin? Est-ce que tu vois la lueur d'une torche qui bouge? Des choses comme ça. La lumière aussi a une assez forte importance. Et d'autre part, comme il y a toute la dimension symbolique du jeu, il reste l'intérêt de... comment dire, il y a des informations qui passent dans la description qui ont une importance symbolique assez forte. Je peux t'en donner une qui est un micro-spoiler, mais bon. Dans le caveau de la garde funèbre, il y a certains endroits où traîne une odeur de pourriture un peu bizarre. Et elle est faite pour être bizarre, par exemple, parce que la plupart des cadavres sont déjà complètement décomposés et tout blancs. Il ne reste plus que les os. Et moi, je veux qu'on s'interroge sur d'où vient cette pourriture, quoi. Et il y a un lien entre entre la zone qui est en dessous, donc qui exude un petit peu, et autre chose, mais bref. Ouais, d'accord. Donc il y a ça. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est très simple, hein, c'est juste, je vise la concision en fait. Je cherche à faire des descriptions qui soient courtes. Je prends un instant pour poser une ambiance, pour poser une atmosphère, parce que cette atmosphère va être utile et parce qu'elle indique des choses sur les ennemis, mais en fait on va jouer assez vite. Et cette concision, elle est d'autant plus pertinente qu'elle va bien avec le symbolisme et avec la bizarrerie, parce que les mots que j'utilise sont pas forcément hyper clairs. Alors il y a un jeu qui fait ça encore plus que Cimetière, même beaucoup plus, c'est Veins of the Earth, avec les descriptions de monstres qui sont données notamment en termes d'odeur, avec des odeurs très étranges. Ça Patrick Stewart est incroyable pour ses descriptions. T'as des monstres qui ont une odeur de poussière de souvenirs ou de béton sous la pluie, des choses comme ça, quoi. T'as soit été coupé avant d'avoir fini ta phrase, soit t'as... Ah non, j'avais fini de parler. Ok, non, c'est que ça a dû couper, genre le dernier mot a dû être coupé en deux et du coup ça donnait l'impression que t'avais été fauché en plein vol. Sous la pluie. Quand on parle de description, en vrai ça m'arrive souvent de demander des descriptions à Félix en fait. Mais je parlais tout à l'heure de l'odeur, de mes sens. Et je me rappelle, quand je suis arrivé dans la baronnie, faudra réécouter, mais il y a tout un passage où vraiment je te demande et qu'est-ce que je vois à l'horizon, et les montagnes, et en bas des montagnes, et au-delà de tout ça. Et en fait, je lui pose plein de questions vraiment sur les décors, quoi. Pour avoir vraiment un panorama d'une scène. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'en avoir besoin, moi, dans le jeu. Ouais, et est-ce que tu dirais du coup que c'est mieux que ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'échange où tu lui demandes de zoomer sur des trucs ou d'ajouter des éléments, ou est-ce que ce serait mieux qu'il y ait pensé de lui-même et qu'il te donne les éléments, tu vois, sans que tu aies besoin de demander? Pour moi, c'est plutôt un curseur. En fait, moi, c'est bien qu'il me donne des éléments directement, parce que sinon, je peux même pas rebondir. Oui, bien sûr, sans aller dans l'extrême non plus de... Donc il me faut une certaine base, on va dire. Après, il y a des éléments, tu vois, comme il disait, tout ce qui est des informations sur les potentiels ennemis, les trucs comme ça, c'est tout ça, je prends, tu vois ce que je veux dire. Et ça peut être... Oui, le gameplay de l'OSR, de toute façon, demande aussi un minimum d'infos. Par ailleurs, il y a des fois où c'est un curseur, c'est-à-dire, je me dis... en fait, c'est intéressant parce qu'il y a des fois où je me dis, je comprends pas bien l'ambiance générale, tu vois. J'arrive pas à bien comprendre l'ambiance et je sais que j'en ai besoin pour avancer, quoi. Et donc des fois je me pose et je me dis ok, là je m'arrête, je dis mon personnage s'arrête, je pose mon épée
et j'écoute, je regarde, j'essaye de sentir, de prendre le temps, la mesure du temps, etc. etc. quoi. Il y a des moments, et c'est très bien en fait que moi j'ai la main sur des moments de recadrage descriptif, on va dire. Aussi. Ouais. Et je renchéris là-dessus, moi j'en ai besoin aussi en tant que MJ en fait, parce que je peux difficilement me lancer dans une très vaste description, un truc long où je vais décrire tout en même temps. Déjà ce serait rébarbatif je pense, même si c'est possible. Et ensuite je ne sais pas forcément quels sont les éléments qui vont être les plus importants, à la fois en termes de thématique, symbolique et tout, et en termes de gameplay. Moi j'attends de voir exactement où va aller Valentin pour savoir qu'est-ce qui va être le plus important, et le plus, qu'est-ce que sur ce sur quoi on va mettre le plus d'attention, quoi. Et donc en fait, que lui me pose des questions sur des détails en plus, ça me permet à la fois de savoir qu'est-ce qui est important à ses yeux et de compléter sur le moment sur qu'est-ce qu'il y a, quoi. Moi c'est vraiment c'est comme ça que je complète mes salles et mes environnements en fait. Comme j'ai pas préparé les choses exactement en détail et tout, on va arriver dans une salle, je vais dire ok là c'est un caveau, il y a 10 tombeaux. Et j'ai besoin qu'ils me disent, je vais essayer de regarder, est-ce qu'il y a autre chose sur les bords et tout. Ah bah oui, il y a des étagères avec des vieux livres et des outils d'embaumement. Ok, et qu'est-ce qu'il y a sur les murs? Ah bah sur les murs, il y a un serment écrit au mur. Et là, paf, je peux claquer le serment que j'avais écrit dans un coin, mais je savais pas où est-ce que j'allais le placer. Donc en fait, de toute façon, pour moi, c'est quasiment un truc qui fait partie du cahier des charges en fait. C'est je veux des préparations pas trop longues. J'ai une méthode de préparation hyper cadrée. Et je veux absolument que, en fait, on soit dans un gameplay qui me permette d'auto-compléter là où on veut, tu vois. C'est toujours le truc de jouer, je joue secrètement à Minecraft en complétant au dernier moment les endroits où il regarde, tu vois. Ouais. Oui, d'ailleurs, moi, je me rends compte dans Explorateur, je me piège un peu sur ce point-là parce que, en fait, quand on me pose des questions sur des endroits auxquels j'ai pas du tout pensé, ce qui arrive toutes les 2 secondes dès lors que le scénario a été un peu écrit, que ce soit fouillé sous le coussin ou des trucs comme ça, quoi, pour voir. Et en même temps, le système d'expérience fait que si tu gagnes de l'argent, tu peux gagner de l'expérience. Donc, je peux pas me permettre de donner n'importe quoi comme ça à l'arrache. Et je me retrouve un peu coincé entre je voudrais donner un truc parce que la personne a une idée intéressante et que j'y avais pas pensé, etc. Et en même temps, c'est vrai que du coup, c'est pas mal d'avoir des espèces de trucs flottants que tu peux caser quand les gens ont des bonnes idées. Oui, c'est beaucoup comme ça que je marche en fait. Pour chaque zone, je prépare 3 ennemis, 3 lieux spéciaux, 3 trésors, 3 pièges, etc. Et je les case à des endroits qui sont pertinents. Avec la même chose que toi, c'est le sentiment que en vrai, si j'utilise juste les bonnes idées de l'autre, il y a le problème qui est dès que tu as une bonne idée, tu obtiens un truc. Et en soi, c'est pas mal, mais tu vois, mais le risque, ce serait de faire juste des trucs random en sachant que ça va faire popper des objets. Et il y a quand même des situations que je trouve assez pratiques pour ça. Un truc que je trouve le plus pratique, en fait, c'est de donner les signes de. Je fais ça avec les ennemis, c'est-à-dire, au lieu d'introduire un ennemi, quasiment tout le temps, je donne les signes d'un ennemi à venir. Ce qui évite à la fois l'arbitraire de là, tiens, pof, on va faire popper un ennemi parce que j'en ai un sur la liste et il faut bien. Et en même temps, ça me permet d'avoir des trucs assez volants, tu vois. Typiquement dans une zone comme celle que j'ai la dernière qu'on a faite, il y a des ennemis qui peuvent être un petit peu partout, on peut les attendre un peu partout, ça va quoi. De même pour les trésors, tu vois, c'est typiquement si on est dans une salle, une grosse salle fouillie avec un peu de tout, c'est genre un débarras ou autre, je peux très facilement imaginer un objet. Si j'indique la présence d'une chapelle ou un truc ou un autre, je sais qu'on va avoir tel ou tel type d'objet là-bas, qui a peut-être plus de chances de choper des choses précieuses, et ainsi de suite. Donc en fait, pour me permettre d'avoir à la fois des objets flottants et une certaine logique dans leur disposition, une espèce de rigidité, en fait je donne les signes et pour obtenir les choses, pour obtenir les confrontations, les objets, les ennemis, quoi que ce soit, il faut suivre les signes ou les éviter en tout cas. Les signes pour les objets, tu verrais ça comment? Parce que pour les ennemis, effectivement, c'est pas mal, mais du coup, c'est différent ou c'est finalement la même chose, les signes pour découvrir les objets? Alors je vais regarder un petit peu les objets que j'avais préparés. Il y a l'exemple que je te disais tout à l'heure de une salle de stockage, une salle de débarras peut contenir tel truc d'objets. Il y a pas mal d'objets que je ne prévois pas à l'avance, mais où Valentin me dit oui, il doit y avoir ça quoi. Un exemple de ça, c'est d'accord. La nature de la salle en fait. C'est ça. Par exemple, Valentin s'est retrouvé bloqué dans une toute petite chapelle où l'on priait pour le feu.
Et du coup, il y avait une espèce de grand flambeau éteint et puis des affaires à côté qui servaient à l'entretenir. Du coup, naturellement, il y avait de quoi fabriquer une torche dedans, tu vois. Et je sais Ouais. plus s'il y avait pensé à l'avance, mais au moment de décrire l'endroit, évidemment, il y avait moyen de le faire. Et les objets qui étaient dedans étaient assez pertinents. C'est d'ailleurs, pour vous, ça, c'est un truc sur lequel je galère souvent, c'est trouver des pièces un peu spéciales. Moi, j'ai trop facilement tendance à faire uniquement des pièces de vie. Tu vois, j'essaie de faire un endroit qui soit à peu près cohérent, en mode, il faut bien qu'il dorme, il faut bien qu'il mange et tout. Et ça fait des donjons qui ont l'air d'être vaguement vivables, mais qui sont pas du tout amusants Oui, à voyager. je vois tout à fait le problème. Et j'aime bien, pour le coup, avoir des donjons qui, au contraire, ne ressemblent pas à des lieux de vie, qui sont un peu bizarres, tu vois, qui sont des trucs strange et effrayants, mais il faut quand même trouver des salles qui aient une thématique. Ça peut pas être juste une suite de caveaux. Enfin, une suite de salles basiques, quoi. Et typiquement, tu vois, donc je vais regarder, en fait, le nom du donjon, comment ça s'appelle, quel genre de choses c'est, et puis essayer de trouver des salles pertinentes à faire dedans, quoi. Ouais. Donc dans un caveau, il y a des salles avec des tombes plus ou moins fortes, il y a au moins une salle d'embaumement, une salle avec une chapelle. Ce sont des endroits qui ont des objets assez forts, quoi. Oui, et puis on pourrait imaginer aller encore plus loin et inventer des espèces de rites complètement foutraques à partir de ça, mais qui est leur logique, quoi, mais qui est juste une logique qui est pas la nôtre. J'ai exactement ce même problème avec Explorateur, parce que c'est censé être des lieux qui sont à mi-chemin entre les cauchemars que les enfants font et le réalisme, et mon naturel me pousse systématiquement à aller vers le réalisme, et je suis obligé de travailler sur moi, mais pendant des mois pour arriver à m'en éloigner et trouver quelque chose qui soit à la fois logique de trouver là, et pas un truc juste complètement pété, mais en même temps qui soit pas juste une énième un énième salon avec une télé qui marche pas et une bibliothèque où tu peux pas lire les livres, quoi, ce qui est bon. Il y a du coup pour broder sur cette question, en fait, on s'était demandé, nous justement, on avait une petite discussion notamment avec Eugénie et je crois que c'était, je sais plus si c'était JC qui était là ou Félandra. C'était trouver aussi pour des éléments plus, comment dire, plus particuliers, on va dire, au jeu de rôle même, plutôt que parce que bon, la description, ça reste un élément, on va dire. Qu'on peut retrouver dans la littérature en quelque sorte ou à l'oral, quoi, mais en tout cas il y a ça. Là où déjà, bon, quand on est dans l'échange, joueur qui pose des questions, MJ qui répond, là déjà on commence à rentrer dans un truc qui est vraiment beaucoup plus spécifique au jeu de rôle. On avait envisagé aussi l'idée en fait de mettre les tables aléatoires notamment à disposition, c'est-à-dire les mettre au milieu de la table en fait, et jouer sur cette espèce de le poids du potentiel en fait. Comment dire, comme effet sur les joueurs et donc quelque part à travers eux sur les personnages, quoi. Quand tu vois que par exemple, alors ça marchait notamment pour dans un truc qui est moins labyrinthe que tu parcours avec de temps en temps un ennemi. Par exemple pour Electric Bastionland, typiquement, tu fais une table de je sais pas moi 100 entrées, on va exagérer un peu, on va faire un truc démesuré. Tu la mets au milieu de la table et les joueurs vont peut-être pas la lire ou ils vont peut-être lire 2-3 entrées ou pas, mais ce qui compte c'est qu'ils voient qu'il y a potentiellement 100 rencontres possibles dans ce lieu, et du coup, rien que par la présence du truc, leur donne le sentiment que il y a énormément de monde qui traverse cette ville, ça part dans tous les sens, etc. Idem pour quelque part, ça peut marcher aussi, paradoxalement, pour un labyrinthe où tu croises de temps en temps quelque chose, c'est juste qu'il y a ce potentiel de croiser, je sais pas, 12 créatures. Ou alors même, une des créatures, tu vois clairement marqué que c'est... la dame des chagrins et des souffrances, genre il y a limite les caracs du monstre qui sont devant toi et tu sais que si tu lances le dé, tu as une chance de tomber dessus. T'as comme ça une espèce d'outil qui est généralement réservé à au seul privilège du meneur de jeu, qui pourrait par exemple être utilisé comme finalement outil à destination des joueurs, quoi. C'est intéressant parce que pour le coup, ça c'est quelque chose que je pourrais tenter dans Cimetière. Notamment parce que je m'étais un peu posé la question de savoir d'où viennent les informations dont on dispose quand on joue, quand on est dans Cimetière, qu'est-ce qu'on sait et tout. Et il y a une idée de Dark Souls qui me plaisait bien et que j'avais envie de reprendre, enfin qui est une idée, pour le coup c'est un truc très vidéoludique, c'est, par exemple c'est con, mais quand tu arrives dans Dark Souls dans une nouvelle zone, tu as le nom de la zone qui s'affiche devant toi, quoi. Et tu sais que tu viens d'arriver dans le château de Sif, ou les archives du Grand-Duc, ou bien ceci, ou bien cela. Et c'est con, mais en fait, ça fait un effet d'annonce qui est très puissant. Donc c'est une information qui est complètement
complètement méta, quoi. Le personnage ne sait pas spécialement que l'endroit qu'il vient d'arriver, s'appelle les archives du Grand-Duc. Mais toi, tu l'as en tant qu'information en tant que joueur ou joueuse, et en fait, tu tiltes pas spécialement là-dessus, c'est-à-dire tu sais que tu es entré dans telle zone, parce que dans un jeu vidéo, tu as assez facilement tendance, c'est un truc que je remarque très fortement, à t'assimiler toi-même à ce personnage et te dire, en fait, moi, joueur, j'entre dans les archives du Duc, quoi. Et en fait, l'idée d'avoir une information complètement méta qui est donnée comme ça m'intéresse bien, notamment une idée un peu concise qui justement puisse, autour de laquelle on va travailler et apprendre des trucs, quoi. Bah, par exemple, les archives du Grand-Duc, les archives du Duc dans Dark Souls 1, c'est une espèce d'immense bibliothèque dominée par un dragon qui s'appelle Sif. Et Sif, on le connaît depuis le début, c'est un personnage assez important de l'univers, mais je ne savais pas du tout que c'était un duc, et ça m'étonne énormément qu'il ait une bibliothèque. Donc c'est des choses que tu apprends juste à travers ces noms-là, quoi. Qui sont d'autant plus passionnantes, d'ailleurs, parce que ce dragon, Sif, il a des serviteurs qui lui lisent des livres, parce que lui-même ne peut pas les livres, en fait. Tu vois. Mais... Il y a un truc auquel je pensais quand tu parlais d'effets d'annonce et tout. Quelque chose dont on avait discuté, Félix, rappelle-toi, c'est dans chaque zone, je sais qu'il y a un boss. Ouais. Et il y avait l'idée aussi de je sais qu'il y a des choses à y découvrir, je sais qu'il y aura des pièges. En fait, j'ai un peu la table aléatoire sans connaître les entrées, mais je sais déjà qu'il y aura ce genre de choses, tu vois. Ouais. Et en fait, cet effet-là me fait... je me dis pas, si ça se trouve, c'est juste une cave que je vais traverser tranquille. Il y a l'effet d'annonce du titre, comme tu le dis, et je sais que nouveau titre égale nouveau boss, nouveau problème, nouveau fait, et c'est reparti, tu vois. Ouais, et je continue juste là-dessus. Je pense que dans Cimetière, il y a en quelque sorte une version diégétique de ce que tu proposais, Vivien. Alors pas exactement comme ça, mais en idée, on peut prévoir et s'attendre à certains ennemis. Il y a des signes avant-coureurs qui te disent « Ok, tu vas rencontrer telle sorte de choses ici. » quoi. Et notamment le fait d'avoir essayer de centrer les zones sur une thématique précise font que tu peux te faire une idée assez restreinte de qu'est-ce qu'il va y avoir et qu'est-ce que tu vas rencontrer. Quitte à ce que justement les surprises ensuite ressortent tout particulièrement parce qu'on s'attendait pas forcément à ça, tu vois. Je me demande à quel point en fait en jeu de rôle, je vais faire une grosse généralité, mais on n'est pas en train de repasser d'une domination de la surprise avec le meneur de jeu, tu vois, qui ménage ses effets dans son coin et qui d'un coup fait des rebondissements que personne n'a vu venir ou des trucs comme ça, plutôt une gestion du suspense. Où les gens savent ce qui peut arriver, mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça va être géré et quel impact ça va avoir, quoi. Totalement, et c'est beaucoup comme ça que je pense les monstres, en fait, enfin les boss en particulier. Ouais, les monstres aussi, en fait, qui sont forcément représentatifs d'un morceau ou un autre de l'univers, avec soit une préparation à l'avance du boss qui va être annoncé petit à petit et qui est effectivement le lieu d'un suspense, c'est où est-ce qu'on va le rencontrer, comment est-ce qu'il est, etc. Soit au contraire qui va être une surprise. Ça pour le moment, on n'a pas encore vu. Jusqu'à maintenant, tu vois, les trois boss, le découragé dans le seuil, il a été, donc le type avec la marque, on savait qu'il existait, il fallait le trouver, suspense. Dans la deuxième série, il y a un boss qu'on a rencontré, il n'est pas très important. Et la troisième partie, c'est ce boss dont j'ai déjà parlé, la fossoyeuse avec ses lances en os, là. Pareil, qui était annoncé depuis le début. Ouais. Il y a aussi des surprises possibles parce que justement, tu vois, si je fais ce que je peux pour annoncer un boss et qu'en fait je te propose quelque chose de complètement différent, on est dans une... il y a une surprise, mais c'est une surprise informée. Mais d'accord. Et il y a un exemple magnifique de ça dans Dark Souls, le jeu vidéo, c'est le combat contre un loup qui s'appelle Sif, qui n'a rien à voir avec le dragon qui s'appelle Tif. En fait, c'est un moment où tu arrives dans un jardin avec une grande pierre tombale et une immense épée plantée. Et en soi, l'épée laisse attendre un combat contre un chevalier. Et en fait, là où tu arrives, c'est sur la tombe d'Artorias, mais Artorias est bel et bien enterré sous cette tombe, et son épée, elle est laissée là, quoi. Et ce que tu affrontes ici, c'est un loup qui est son éternel compagnon qui veille sur sa tombe, et qui se bat avec l'épée. D'ailleurs, un loup avec une épée, est-ce que tu as déjà vu ça? Bref. Et un truc qui ressort, du coup, c'est la surprise de, je pensais me castagner contre un énième chevalier avec une grosse épée, et en fait, non. Et je pourrais faire la même chose, tu vois, avec un truc à la... tu t'attends à ce personnage qui balance des lances en os de partout, ou un truc comme ça, et en fait non, il est mort, il a été remplacé par un autre.
Ouais, Et il ouais. y a un peu une ironie comme ça, mais elle n'est pas trop ressortie dans la dernière partie. Elle va ressortir peut-être dans la suivante, je suis pas sûr. D'accord. Oui, effectivement. Ce qu'on disait juste avant, ça me rappelle, je me suis souvenu je crois que c'était Robin Laws qui parlait justement, qui avait fait un article sur le manuel des monstres en disant tous les MJ de donjons que j'écoute parler me disent si mes joueurs lisent le manuel des monstres, je les défonce, enfin je les vire de ma table, c'est de l'anti-jeu, etc. Il disait au contraire, il faut qu'ils lisent le manuel des monstres en scred, quoi, dans leur coin, même si vous savez qu'ils l'ont, enfin peu importe. Ce qui est important, c'est que quand le monstre balèze arrive, en fait, les joueurs aient peur autant presque que les personnages, parce qu'ils connaissent les caractères du monstre et ils savent que le truc, non content de avoir l'air badass avec la description, il est aussi badass avec les mécaniques, quoi. Complètement. Là, tu m'évoques un truc hyper précis, c'est justement en fait, la fascination, l'appréhension pour ce genre de monstre, le Demogorgon dans Stranger Things. Ouais. Tu vois les gens qui jouent à D&D et ils sont conscients que le Demogorgon, ça fait partie des super monstres hyper durs du donjon. Et quand je crois que c'est Will qui sort le Demogorgon et qui le pose sur le plateau à un moment, ils sont tous hyper effrayés. Et ça a un effet d'annonce gigantesque, quoi. C'est ça. En plus, il joue là-dessus. Il joue en performance dans Stranger Things. Enfin, le MJ, il est clairement là, genre. Et là, vous rencontrez. Ah, c'est un groupe de gobelins. Oh, ça va. Et le Demogorgon. Non, un truc comme ça, tu vas très jouer. Et oui, je suis assez d'accord avec toi sur le côté connaissez les monstres à l'avance parce que si t'en connais un en le rencontrant, ben tu peux jouer, enfin tu sais à quoi t'attendre. Et si rencontres un que tu ne t'attendais pas, bah, c'est encore mieux, quoi, parce que là c'est la grosse surprise. Après, je me demande à quel point tout ce que je décris risque pas par contre de se mettre dans les pieds du jeu OSR, tu vois. En ramenant les choses un peu trop à des rencontres mécaniques, là où justement il faudrait... Enfin, j'en sais rien, je pense pas que ce soit forcément le cas, mais il y a quand même un petit risque, je pense, là-dessus, quoi. Ouais, je sais pas. C'était un des trucs qu'on s'était demandé, en fait, notamment avec quand on parlait de jeux absurdes, l'idée que tu puisses, dès le départ, tu vois, par exemple, tu as une table de rencontre aléatoire et elle te dit clairement, par exemple, ce que tu rencontres et ce que la chose veut. Et après, par contre, ce que tu en fais, donc tous les joueurs ont accès, en fait, de manière méta aux grandes lignes, on va dire, de la rencontre, quoi. Quel type de bestiole tu rencontres et ce qu'elle veut ou de quelle humeur elle est, quoi. Et histoire qu'ils aient quand même un socle sur lequel rebondir et pas juste des espèces de descriptions cheloues du MJ. Et voilà, ça peut être intéressant, mais aussi ça peut tuer un peu cette espèce de ce côté. Je pose des questions, j'essaye de comprendre, et là, une fois que j'ai compris, j'agis, quoi. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Valentin. Moi, cette idée, alors pour Dark Souls, je pense que ça changerait beaucoup le gameplay, quoi. Moi, le fait que les monstres soient inconnus me fait me poser plein de questions. Et ça, c'est très plaisant, quoi. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que si jamais en fait, c'est soit tu as un effet d'annonce avant, c'est-à-dire tu me décris, par exemple, dans la deuxième partie, la baronnie, j'entends des pas lourds, métalliques qui viennent de très très loin. Là, déjà, je commence à rater, tu vois. Et le fait que je ne sache pas ce que c'est, il y a une grosse composante de jeu d'horreur, en fait, dans Dark Souls. Et si j'avais les stats, ça marcherait pas, quoi. Parce que je me dirais, ah oui, c'est le gros chevalier machin, bon, on va se planquer, parce que clairement, je peux pas le tester, quoi. Parce que là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et en même temps, je sais, parce que c'est une règle méta, qu'il y a de bonnes chances que je doive affronter le boss pour pouvoir passer la zone. Donc quand j'entends Félix me dire, t'entends d'énormes bruits de pas métalliques qui résonnent à 1 kilomètre de là, moi, je suis terrorisé, en fait, par ce qu'il vient de me dire, parce que je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi je vais avoir affaire. Et aux effets d'annonce, tu vois. Et quand je me dis bon, et après je me creuse la tête pour essayer de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois, par exemple, pendant tout le long, il décrit une grosse armure où je vois rien de la créature qui est à l'intérieur. Et je sais pas si c'est une armure vivante
si c'est un cadavre à l'intérieur, si c'est quelqu'un de vivant, si c'est un nid d'asticot, j'en sais rien. Et justement, le fait de ne pas savoir, en fait, ouvre l'imagination, et dans ce cas-là, c'est un moteur à l'horreur qui est quand même très efficace. Donc pour Dark Souls en particulier, je trouverais ça dommage. Après, dans le cas général, je pense que ça prend complètement le jeu, quoi. Ouais, pour Souls, je vois quand même un intérêt justement partiel qui serait un peu comme je disais de faire des surprises justement. J'ai un exemple qui me vient en tête d'un truc qu'on n'a pas trop vu dans la dernière partie, mais qui est la chose suivante. Le caveau de la garde funèbre, c'est un endroit où il y a des gardes en place qui sont ces gens avec des tuniques noires et des faux qui sont là pour affronter des intrus, quoi. Bon, et en soi, c'est vraiment des ennemis qui sont attendus et normaux dans cette zone-là. Pour peu que tu connaisses un tout petit peu le caveau de la garde funèbre, que tu aies vu ce qui s'y cache, en fait, tu peux les attendre. Sans forcément passer par une table au milieu de la partie, au milieu de la table, pardon. Enfin, une table aléatoire au milieu de la table de jeu actuelle. Tu peux t'attendre à ça. D'ailleurs, je pourrais les annoncer plus tôt et plus vite, soit par un PNJ qui te dit attention, les gardes funèbres te retrouveront, ou alors j'aurais pu, par exemple, mettre le serment dans la toute première pièce pour que tu saches attention, il y a ça qui vient. Ça, c'est typiquement fort, je trouve, en termes d'effet d'annonce. Mais là où je pourrais quand même jouer là-dessus, même si tu t'attends à tout, c'est justement, enfin, si tu connais les monstres de base, c'est de pouvoir plus facilement repérer les monstres étranges. Donc ce qu'il y a dans le cadeau de garde funèbre, il y a certains endroits où il y a de la vermine, de la pourriture, des choses comme ça. Et je ne sais pas si c'est très clair parce qu'on a assez peu vu, mais en fait ces choses-là sont des énormes intrus. Il y a une sorte de corruption qui gagne les choses, les êtres là-dedans, qui gagnent les gardes en fait, et les gardes survivants essayent d'affronter ça. Et c'est pour la raison pour laquelle il y a il y en a certains qui ont été empalés par des lances, alors que la fossoyeuse est censée être la chef de ces gardes-là. Pourquoi est-ce qu'elle les a tués, tu vois? Donc en fait, si je pense qu'une zone comme le caveau de la garde funèbre, si je l'avais présenté en disant, bah regarde, il y a les gardes avec leurs faux, et puis il y a la fossoyeuse avec ses lances, c'est ça à quoi tu peux t'attendre, quitte à te donner peut-être pas les stats effectivement, parce que il y a tout un pan du jeu qui est comment essayer de comprendre un moyen de les tuer, mais savoir qu'eux ça sont là pour attendre, ça me semble d'autant plus pertinent que ensuite tu vas te rendre compte que certains gardes ont été tués par la fossoyeuse. Pourquoi? Il y a des choses, il y a de la vermine et de la pourriture, d'où ça vient, et comprendre que c'est extérieur et qu'il y a une influence vraiment étrange à comprendre, quoi. Et pour savoir d'où vient cette influence, il faudra voir la zone qui est encore en dessous. Ouais, et de toute façon, comme on parle d'outils, en fait, c'est un outil qui peut être adapté, quoi. Donc tu peux imaginer une table parcellaire avec une zone où tu décris juste, où il y a juste écrit des pas ferrés se rapprochent dans votre direction, et puis si tu tires le résultat, ben voilà, t'as encore. Mais effectivement, ça reste en tout cas intéressant, cette idée d'opposer ça à l'annonce, finalement, l'annonce qui fait travailler l'imagination, quoi. Je sais que c'est en fait j'avais émis cette hypothèse avant même de lire Bastionland, et dans Bastionland il est dit d'éventuellement donner la table aux joueurs, mais celle de leur quartier, c'est-à-dire pour représenter le fait qu'ils savent plus ou moins ce sur quoi on va tomber. Donc là on est dans une autre logique en réalité, quoi. Oui, effectivement, oui. Bon bah voilà, moi j'ai déjà pas mal de réponses sur. Mais voilà, il y avait cette idée que, en tout cas, la longue description par un MJ face aux joueurs, que je trouvais ça un petit peu contre-immersif, en fait, en réalité. Alors peut-être qu'effectivement, quelqu'un qui aurait une formation de conteur, qui mettrait de l'intonation dans sa voix, etc., et qui serait pas juste un rôliste lambda comme moi ou tant d'autres, qui savent juste faire quelques petits effets, voilà, sans trop poser, en faire des tonnes. Peut-être que ça marcherait, quoi, mais bon, c'est faire reposer le truc sur des capacités trop particulières, quoi. Et je me demandais effectivement s'il y avait des outils, et je pense effectivement que le jeu de rôle gagne avec des descriptions assez courtes, quoi qu'il arrive, quitte à poser des questions derrière, quoi. Ouais, bah, on a déjà un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais moi je campe sur deux réponses qui sont d'une part la concision, parce qu'effectivement
le jeu de rôle n'est pas une animation son et lumière avec un MJ qui fait son petit spectacle. Mais l'autre réponse qui était de relier toujours le gameplay et la description, c'est-à-dire que la description contienne que des choses auxquelles on a besoin de s'intéresser, quoi. Ouais, et c'est vrai ouais. qu'en tant qu'auditeur extérieur, je pense que c'est un peu différent. C'est à mon avis, c'est vraiment une question de maelstrom en fait. C'est que en tant qu'auditeur, tu n'es pas dans le maelstrom et cette description, tu la prends comme une pure description de compteur, sans Oui, que je tu vois ce dois que te tu veux demander dire. à toi de faire attention au truc, quoi. Et n'oubliez pas de typer la cellule. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ça, de toute façon, je m'en rendais bien compte. C'était aussi pour ça que je trouvais précieuses les discussions que vous aviez après. Parce qu'en réalité, de l'extérieur, c'est difficile de vraiment savoir ce que vous ressentez, enfin, comment vous percevez les choses, quoi, dans le jeu lui-même. Donc là, pour le coup, je prenais vraiment pas comme exemple Cimetière. Je prenais vraiment des jeux où j'étais joueur et où malgré tout, les descriptions me laissaient assez. Bon, j'avais envie qu'elles se terminent vite pour pouvoir dire ce que je faisais, quoi. Ouais. Ouais, moi, je suis très féru de moments où je peux essayer de ciseler ma langue, tu vois, quitte à me planter un peu, mais de moments où je vais essayer de faire gaffe à ce que je dis, l'intonation, les mots, etc. C'est pour ça que je joue à des jeux comme Dragonfly Motel ou La Clé des Nuages. Et dans un truc comme l'OSR, je suis consciente, tu vois, que c'est pas le meilleur endroit pour faire ça. Et que typiquement, si on n'est pas dans un échange poétique, c'est pas forcément le meilleur moment pour faire ces grandes envolées lyriques, quoi. Par contre, si j'écris un jeu qui est tout entier, qui justifie ces descriptions, qui les rend utiles et nécessaires, là, elles intègrent le gameplay et elles deviennent pertinentes, je pense. Et tu me permets de réaliser à la fin de ce podcast, en fait, que c'est peut-être ça une des intentions les plus fondamentales dans Cimetière, c'est faire un jeu dans lequel la symbolique et le monde de manière générale ne sont jamais au premier plan parce que le cœur n'est pas l'histoire, le cœur c'est le gameplay OSR, mais ne sont jamais, mais sont toujours là en arrière-plan parce que on peut jamais s'en passer tout à fait, quoi. L'idéal ce serait que tout soit toujours mêlé et que tu as toujours besoin de t'intéresser au monde et aux symboles pour comprendre quoi faire, comment avancer, que tout soit toujours intriqué comme ça, tu vois. Ouais. Je pense que c'est globalement un des intérêts de l'OSR en général, de toute façon, que ce soit pour la symbolique ou juste pour le background, l'historique, ce que le donjon a pu vivre avant, etc., qui sont jamais au premier plan, mais qui sont une espèce de petits trucs en plus qui donnent la clé, le gameplay, effectivement. Je pense que Valentin, t'as raison. Et j'en profite pour rebondir sur un dernier truc que je voulais dire depuis un moment. C'est la deuxième partie de la réponse à la toute première question que tu m'avais posée au début du podcast. Je t'ai dit que j'avais un truc de côté. Où il est vraiment question de gameplay. Ok, il me semble qu'il y a un truc qu'on peut circonscrire comme étant le gameplay de l'OSR, ou plutôt une série de gameplay de l'OSR, qui sont dans cette façon de poser des questions pour voir où est-ce qu'on va, de trouver la bonne idée, chercher à éviter les dangers, chercher l'astuce, etc. Bon, c'est un ensemble de gameplay, c'est quand même vachement vaste, il y a plein de choses différentes à faire. Je pense qu'on a pas mal discuté au cours de ce podcast de toutes sortes de variations de gameplay intéressantes en OSR. Moi, il y a un truc qui m'avait attiré il y a longtemps, ça avait été de constater la chose suivante, c'est que je crois que c'est une affirmation qui vient du Grumpf, mais je suis pas sûr. L'idée que les règles de l'OSR sont avant tout là pour gérer, je crois que c'est du Grumpf, je suis presque sûr, pour gérer l'attrition et les ressources. C'est-à-dire, tu as un certain nombre de ressources, typiquement les points de vie, mais aussi les objets, etc. Et tu vas jouer des règles qui sont juste là pour sanctionner les moments où tu perds des ressources, jouer l'attrition et jouer la pression par rapport à cette attrition, quoi. Et une grande interrogation que j'avais eue face à ça avait été, du coup, quels sont... Oui, juste, je termine juste. Il y a quand même les jets de carac qui sont un petit peu bizarres dans cette vision-là, mais la façon de le réparer, c'est de dire, et c'est ce que je fais moi en pratique, c'est les seuls jets de carac, ce sont les jets de sauvegarde, c'est-à-dire des tentatives qui risquent de t'envoyer un danger à la gueule et donc de te faire perdre des points de vie ou des objets, etc. Et donc dans cette vision-là, où si on voit les règles comme purement liées à la gestion de ressources et à leur attrition, la question que je me déposais à une époque, c'était est-ce que je peux complètement changer les ressources pour changer le gameplay? Alors à l'époque, j'avais essayé un espèce d'OSR mystique où les caracs, c'était des trucs genre la présence, la foi, l'intuition, des choses comme ça, et où je voulais voir si on pouvait faire quelque chose autour de ça. Ça avait été assez bizarre, je suis pas sûr que ça ait très bien marché, même si c'était une jolie partie.
Et en fait, dans les OSR Dark Souls que je fais, parce que j'en ai fait un autre autrefois qui s'appelait Ristretto Revenant et qui n'a pas bien marché. Un truc que j'avais voulu faire au max, c'était changer la gestion des ressources. En revenant à des ressources plus basiques, qui sont typiquement les points de vie, l'expérience, des choses comme ça. Mais en disant, en fait, on va essayer une gestion de ces points de vie, une gestion de ces ressources qui est différente et voir si ça change le gameplay. Donc le premier truc le plus évident, c'est que dans le jeu vidéo Dark Souls, quand tu meurs, tu reviens à la vie. Et tu continues à jouer, quoi. Je me suis beaucoup posé la question de est-ce que je faisais ça ou pas dans Restreated Revenant, parce que dans mes campagnes de jeux de rôle Dark Souls, d'un côté, ça donne envie parce que ça fait du gameplay en plus et c'est spécial de jouer un mort-vivant, ça nous change. Et d'un autre côté, j'avais peur de l'effet respawn de jeux vidéo, quoi, que j'ai fini par patcher d'une façon qui me plaît vachement dans Cimetière. Et toujours est-il que je cherche ça. En fait, tu m'avais demandé au début, est-ce que j'essaie de faire juste une forme d'OSR avec une certaine thématique en plus, est-ce que je fais un OSR classique dans un certain type de monde, ou est-ce que j'essaie une expérience particulière. Les spécificités en termes de forme et de technique dans Cimetière, il y a d'une part, il y a ces environnements pas finis qui sont faits pour être autocomplétés, mais là je m'inspire un peu de jeux comme Into the Odd qui te donnent des flashs d'inspiration, pas de donjons précis, mais des tables dans lesquelles piocher. Et d'autre part, surtout, il y a cette idée que les ressources sont les PV, les stats aussi, et contrairement à un jeu classique, en fait, tu peux mourir et revenir. Il y a, du coup, tu as un dé d'humanité qui garde ça en tête. Et je me pose la question à quel point ça modifie le gameplay et à quel point ça modifie ce qu'on peut jouer, quoi. Et typiquement, un des trucs que ça apporte, au moins ça, c'est que dans Cimetière, je n'hésite pas à faire des pièges mortels ou des ennemis vraiment très violents. Sans que ça entrave trop fortement la campagne, parce que c'est violent de mourir et à force ça devient critique, mais le personnage peut mourir une fois ou deux, c'est pas très grave et il va revenir, quoi. Ce qui est très compliqué quand même dans un OSR avec un seul PJ s'il a une seule vie, entre guillemets. Et j'ai un autre exemple qui vient de l'autre campagne OSR que j'avais donné basée sur le Dark Souls, où il y avait quand même une très bonne idée que j'ai pas reprise, très bonne idée, je sais pas, qui représentait un petit peu les Souls dans les jeux. C'est que tu avais des petites gemmes, des pierres brillantes, qui étaient des âmes, et en fait, tu pouvais plus ou moins les gober pour monter de niveau. Quand tu bouffais une pierre, ou en fait, tu devais la jeter au feu, plutôt un truc comme ça, tu gagnais un bonus. Sachant qu'il y avait d'autres PNJ un peu en mode survivaliste, et que avoir des âmes sur soi, certes, ça te permettait de devenir plus puissant si tu décidais de les absorber, mais ça servait aussi de monnaie d'échange, parce que dans un monde complètement détruit et dévasté, la seule monnaie d'échange, c'était ça, quoi. Et du coup, ça donnait des objets comme ça qu'on pouvait voler, on pouvait voler des points, des âmes à d'autres gens, essayer de choper des niveaux en les chopant, quoi. Et je me souviens que ça vient un peu ça résonne un petit peu avec un truc que disait Greg Pogorzelski sur le OSR, c'est que pour lui, le truc le plus important de D1 à retenir, c'était la thune donne plus d'XP que les monstres. Que quand tu vas looter un donjon, le truc important, c'est de se faire de la thune et des items, et qu'on s'en fout un peu des monstres, parce que c'est ça qui donne de l'XP, en fait. Oui. Et j'avais plus ou moins calqué ça directement en disant, c'est même plus de la thune, c'est que la thune, littéralement, te donne des niveaux. Enfin, tu bouffes des niveaux, quoi. Oui, effectivement, ouais. Je crois pas avoir d'autres trucs à ajouter à tout ça, à mon avis. Ça me paraît déjà pas mal. Je sais pas si vous... moi, je suis à peu près au bout, là. Ouais, en tout cas, pour l'instant, je crois que... je suis en support, donc... vous me dites. Je te propose de s'arrêter là. Je pense que c'est pas mal. Ouais, quitte à un jour refaire un truc. Ouais. C'est ça, exactement. C'était cool, hein. Merci beaucoup en tout cas, ça m'a filé plein de... Merci pour tes questions. C'était ouais. Merci à vous deux, c'était très sympa. Et on refait peut-être ça un jour si on a un nouveau sujet. Ouais, tout à fait. Je pense que tu peux désactiver Greg, déjà. Et on va dire au revoir à YouTube. Et au revoir. Ciao. Ciao.